d'entamer cette communication, je tiens à adresser évidemment de chaleureux remerciements aux organisatrices de ce colloque. Tout d'abord pour avoir choisi de le consacrer à ce beau sujet, ce redoutable sujet, et puis également pour leur accueil très sympathique qui nous permet de pouvoir parler dans des conditions idéales. Alors il me revient d'évoquer un sujet pour le moins étrange, ou en tout cas inattendu, celui de la présence du droit naturel en droit administratif. Inattendu évidemment, voire exotique, parce que de prime abord, le droit administratif semble complètement hermétique à toute incursion du droit naturel. Évidemment, presque aucun administrativiste aujourd'hui, spécialiste de droit administratif, ne reconnaîtra ou ne concédera la moindre place au droit naturel ou à la doctrine classique du juste ou de la justice dans cette discipline. Ce rejet a priori du droit naturel dans le champ du droit administratif s'explique par plusieurs raisons qu'on peut ramener à peu près à 3. Tout d'abord, la prédominance du principe de légalité qui exige que les sources de ce droit soient essentiellement écrites, même lorsqu'elles sont jurisprudentielles. Ensuite, le caractère sans doute central de la souveraineté au sein du droit administratif et qui se décline sous essentiellement le vocable de puissance publique. Qui exclut donc de fait toute supériorité d'un droit non écrit. Et tout ça s'illustre finalement par le statut tout à fait résiduel de la coutume en droit administratif. Et enfin, cela a été évoqué tout à l'heure, la conversion massive des publicistes au normativisme kelsénien, au positivisme juridique, conversion très, très naturelle pour les deux premières raisons que j'ai expliquées ou que j'ai évoquées juste avant. Bon. À la différence peut-être des privatistes qui sont plus ouverts à ces questions-là. L'objet de cette communication consiste à prendre le contre-pied de ce constat initial en montrant que le droit administratif contemporain offre l'exemple de recours plus fréquent qu'il n'y paraît au droit naturel. Alors on peut chasser d'un revers de main le droit naturel en disant mais c'est une conception, ça relève d'une conception idéologique du droit, etc., etc. Mais on peut le dire, mais en réalité, le droit naturel reste présent, la question de la justice en tout cas reste présente, quoi qu'il arrive, dans la réalité du droit. Et pour s'en rendre compte, il faut partir finalement de l'étude du droit dans une logique très praticienne pour redécouvrir la présence du juste, de l'équitable éventuellement, au sein d'un droit qui, a priori, ne s'y prête pas tellement, c'est-à-dire le droit administratif. Alors avant de développer tout ça, je voudrais, par souci de définition, revenir un petit peu sur ce que l'on entend par droit naturel, en tout cas la notion à laquelle je me réfère dans le cadre de cette communication. Il s'agit évidemment de droit naturel classique, celui que l'on trouve essentiellement synthétisé chez Aristote ou saint Thomas d'Aquin. Je vais ici donner des choses vraiment très générales et j'irai un peu vite, donc je m'en excuse d'avance. Le droit, c'est-à-dire ce qui est juste, c'est la juste mesure entre deux personnes en situation d'altérité. Le juste a son siège dans les choses, in re. Il est un art qui consiste à rendre à chacun ce qui lui revient. Les formules ont été évoquées tout à l'heure dans la présentation de Pierre Bonin. Un art qui consiste à rendre à chacun ce qui lui revient, enfin le ius sum uniqueque tribuere, que ce soit dans les relations interpersonnelles, horizontales, on parle parfois de commutation, ou dans les relations verticales entre la communauté ou l'État et l'individu. On parle parfois de distribution. Les lois positives sont en principe la concrétisation de ces relations justes, ajustées. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs la justice légale. Mais il arrive parfois que la loi ne parvienne pas à réaliser complètement ces ajustements entre les personnes,
Parce que lorsqu'il édicte des lois, le législateur procède de façon générale, par prescription générale, et ces prescriptions peuvent ne pas être adaptées à des cas singuliers, à des cas particuliers. Dès lors, l'application de la loi, dans toute sa rigueur, pourrait être source d'injustice. Il revient à ce moment-là au juge de corriger cette généralité de la loi, parfois en s'écartant de la lettre de la loi, en l'interprétant conformément à l'intention du législateur pour retenir une solution juste. Et c'est là la fonction de l'équité. Elle consiste à réaliser la justice lorsque la loi n'y parvient que de façon imparfaite. L'équité est donc un correctif de la justice légale. Je reprends ici une formule d'Aristote. En un sens, elle réalise plus parfaitement la justice. Elle réalise plus parfaitement la justice que la loi. Voici résumé très rapidement quelques éléments qui serviront à vérifier ensuite la présence du droit naturel dans le champ du droit administratif. Les situations dans lesquelles la justice classique trouve à s'appliquer en droit administratif sont en vérité assez nombreuses. Je pourrais donner une liste un peu à la Prévert, je me limiterai à quelques exemples. On peut évoquer par exemple le droit des contrats administratifs. C'est un droit assez particulier, mais au cœur duquel se loge toujours la question de l'équilibre entre la personne publique et son co-contractant, et tout en tenant compte du fait qu'il s'agit d'une relation très asymétrique d'ailleurs, l'on trouve dans ce droit et dans la jurisprudence administrative des choses qui relèvent de la question de l'équilibre, du juste, de la mesure, même si elle ne se donne pas explicitement à voir de cette façon-là. On pourrait parler des principes généraux du droit en droit administratif. Est-ce que leur découverte par le juge relève ou remplit une fonction d'équité? C'est question que s'est posée récemment un de nos collègues, Stéphane Caporal, dans un article sur justement les principes généraux du droit. Je crois qu'il y a là quelque chose d'assez intéressant, en tout cas fécond, à étudier. On pourrait évoquer le droit de la responsabilité administrative, j'y reviendrai tout à l'heure. Éventuellement, la théorie, certes un petit peu mineure, de l'inexistence en droit administratif, la théorie de l'imprévision, etc. J'aurai l'occasion d'en reparler. Alors pour éviter une recension fastidieuse, on peut aborder, et c'est ce que je vais faire dans cette intervention, on peut aborder la présence du droit naturel en droit administratif en utilisant deux portes d'entrée, deux voies d'accès. Celle de l'équité, d'une part, et celle des procédures et de ce que j'appellerais un droit naturel procédural. L'équité tout d'abord. L'équité apparaît, à l'étude d'un certain nombre de certains pans du droit administratif, l'équité apparaît comme source de droit administratif, du droit administratif. Je vais commencer en citant un auteur qui est très connu des administrativistes, qui passe pour être un des pères du droit administratif, même si c'est plus ou moins vrai, c'est Édouard Laferrière. Édouard Laferrière, donc un grand auteur du XIXe siècle, et qui, dans son traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, confère une place assez centrale à l'équité. Je vous cite cette citation un tout petit peu longue, mais ça sera la seule citation longue dans mon exposé. Voici ce que dit Laferrière. Pour le droit codifié, l'exégèse des textes est la méthode dominante, et la jurisprudence ne peut être qu'un auxiliaire. Pour le droit administratif, c'est l'inverse. L'abondance des textes, la diversité de leurs origines, le peu d'harmonie qu'ils sont souvent entre eux, risquent d'égarer le commentateur qui voudrait leur appliquer les mêmes méthodes qu'au droit codifié. Il pense ici au droit civil. La jurisprudence est ici la véritable source de la doctrine en droit administratif, parce qu'elle seule, la jurisprudence, peut dégager les principes permanents des dispositions contingentes dans lesquelles ils sont développés, établir une hiérarchie entre les textes, remédier à leur silence, à leur obscurité ou à leur insuffisance en ayant recours aux principes généraux du droit ou à l'équité. Alors, quel crédit faut-il accorder à une déclaration de ce type qui est vieille de plus d'un siècle? Et on pourrait tout à fait se demander, s'interroger sur son actualité, d'autant plus que le droit administratif n'est plus le même aujourd'hui qu'il y a un peu plus d'un siècle. C'est un droit qui est aujourd'hui très codifié, qui n'est plus un droit fondamentalement jurisprudentiel, comme le disait René Chaput. Il est de plus en plus codifié parce que l'on a tendance à codifier et même à codifier la jurisprudence, en quelque sorte. Donc l'équité n'aurait plus aucun rôle à y jouer.
Cette objection me semble assez infondée, parce que la codification n'évacue pas en soi le droit naturel, ou en tout cas la place centrale de la justice, de l'équité, parce qu'il existe de nombreuses hypothèses dans lesquelles le juge administratif est susceptible de statuer en équité, parce que précisément le législateur n'a pas pu embrasser dans l'énoncé de la loi tous les cas singuliers qui se présentent au juge. Il revient donc à ce moment-là au juge de corriger, de compléter ce que le législateur n'a pas pu prévoir. Et en étudiant la jurisprudence administrative dans certains domaines, dans certains champs du droit administratif, on se rend compte que l'équité est une méthode, est une façon que le juge utilise, enfin une méthode que le juge utilise pour rendre des solutions ajustées, des solutions justes. Alors, un des domaines les plus féconds en la matière en droit administratif, c'est le droit de la responsabilité. Le droit de la responsabilité administrative, dans lequel l'on trouve le plus de références à l'équité. Alors, si on lit les arrêts du Conseil d'État, on ne trouvera jamais le mot équité. Faire une recherche en ce sens s'avère très décevant, parce que le juge ne parle jamais, il ne dit jamais qu'il statue en équité. Et c'est assez compréhensible. En revanche, si l'on lit les conclusions des commissaires du gouvernement, c'est-à-dire le commissaire du gouvernement dans le fonctionnement de la justice administrative, c'est le personnage qui propose en droit une solution à la formation de jugement. Et c'est là qu'on trouve les choses finalement les plus intéressantes. Si on lit les conclusions des commissaires du gouvernement sur toutes ces grandes affaires en droit de la responsabilité, on trouvera des références explicites à l'équité. Je vais donner 2-3 exemples sur le sujet, sans les multiplier parce qu'ils sont très nombreux. Trois arrêts assez importants en droit de la responsabilité administrative, notamment l'arrêt CAM du 21 juin 1895, donc c'est un arrêt ancien dans lequel est reconnue la responsabilité de l'administration pour risque, c'est une responsabilité sans faute de l'administration. Je passe les détails de cet arrêt. Mais le commissaire du gouvernement, Romieux, dans ses conclusions, se réfère abondamment à l'équité pour proposer une solution au juge. Voici ce qu'il dit, autre citation, « La base de la responsabilité de l'État, tant vis-à-vis des tiers que de ses agents, ne se situe pas dans un texte positif de droit civil, mais dans un principe supérieur de justice, duquel procèdent eux-mêmes les textes positifs que le juge civil a appliqués. C'est donc une législation d'équité et non de droit écrit. Et passant sur le terrain du droit administratif, voici ce qu'il dit, il appartient au juge administratif d'examiner directement, d'après ses propres lumières, d'après sa conscience, et conformément au principe de l'équité, quels sont les droits et les obligations réciproques de l'État et de ses ouvriers dans l'exécution des services publics, et notamment si l'État doit garantir ses ouvriers contre le risque résultant des travaux qu'il leur fait exécuter. » Un autre arrêt ici est intéressant à étudier, c'est un arrêt dont on parle beaucoup parce que c'est son centenaire, on célèbre entre guillemets son centenaire, sans jamais parler d'équité d'ailleurs, c'est l'arrêt Cuiteas de 1923, dans lequel, de manière identique, le commissaire du gouvernement, Rivet, propose une solution en équité en suivant de très près un raisonnement très aristotélicien. Il rappelle la fonction corrective de l'équité. Il invite la Haute Assemblée, je cite, à élargir quelque peu la notion de responsabilité de la puissance publique pour l'étendre à un cas où elle ne semble pas s'appliquer, puisque la loi ne dit rien. Elle ne permet pas d'indemniser le requérant. Le commissaire du gouvernement se réfère aussi à la volonté du législateur, en soulignant, je cite, du côté du législateur, la volonté manifeste de se rallier de plus en plus à la formule du risque social, exclusive du sacrifice trop lourd imposé à l'individu dans l'intérêt de tous, sans allocation d'un droit compensateur. Bref. Il s'appuie également sur la jurisprudence antérieure du Conseil d'État, l'arrêt CAM, l'arrêt Regnault-Desrosiers également, mais surtout sur l'autorité des lois, qui n'ont certes pas réglé de telles situations, mais qui peuvent voir leurs principes étendus au cas d'espèce. Et donc de façon corrective. Et notre collègue Benoît Plessis, qui est infiniment plus savant que moi en la matière, dans son énorme traité de droit administratif, dit des arrêts CAM et Cuiteas qu'ils appliquent une solution, je cite, juste et équitable. Il ne le dit pas de façon c'est pas une commodité de langage, si vous voulez. Il y a quelque chose ici qui relève de ce registre et qui est à prendre au sérieux.
Alors le Conseil d'État, dans cette affaire, va donc indemniser un requérant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait non par bienveillance, non par miséricorde en quelque sorte, c'est à cela qu'on pourrait réduire l'équité, mais dans un souci de justice. Aucune miséricorde, aucune bienveillance, parce que le requérant, en l'occurrence la personne du requérant, n'en appelle aucune. C'est un requérant, le sieur Cuiteas, qui est absolument odieux, qui se comporte extrêmement mal, c'est un intrigant de première. Donc ce n'est pas par charité, c'est pas le bon juge Magnot, si vous voulez, hein, ici, qui s'exprime, mais c'est vraiment un souci de justice très, très objective, hein, qui soutient les conclusions du commissaire du gouvernement et conclusions finalement adoptées par le juge administratif. On retrouve ici finalement toutes les fonctions de l'équité telles que les expose, ou telles que les définit par exemple saint Thomas dans la Secunda Secundae, donc de la Somme théologique, question 120. Saint Thomas observe que les actes humains pour lesquels on porte des lois consistent en des cas singuliers et contingents, variables à l'infini. Et il dit qu'il est impossible d'instituer une règle légale qui ne serait jamais prise en défaut. Et donc il existe des situations dans lesquelles observer la loi irait contre l'égalité de la justice, je cite, et contre le bien commun visé par la loi. Et donc le juge peut, au cas par cas, s'écarter de l'application de la loi, ou bien étendre son application à un cas qu'elle ne prévoyait pas. Il s'appuie donc ici sur le code d'ailleurs de Justinien pour développer cette réflexion et dit au passage que l'épiquillé, c'est-à-dire l'équité, ne détourne pas purement et simplement de ce qui est juste, mais de la justice déterminée par la loi. Donc en fait l'équité réalise finalement plus parfaitement le juste que la loi elle-même. On voit quel pouvoir ça peut conférer au juge, un pouvoir d'interprétation de la volonté du législateur. Alors évidemment aujourd'hui c'est pas toujours quelque chose de très accepté, mais ça colle assez bien finalement avec la nature même du droit administratif, qui est un droit très décisionniste, très casuiste, et donc qui se prête très naturellement à des raisonnements en équité. Et si on veut s'en convaincre, on peut étendre cette exploration en allant rechercher et en trouvant des traces de l'équité dans d'autres domaines du droit administratif, par exemple la théorie de l'imprévision. Dans un arrêt de 1916, Compagnie Générale d'Éclairage de Bordeaux, il y a un raisonnement en équité, la reconnaissance de la théorie de l'enrichissement sans cause, par le Conseil d'État, est fondée sur des conclusions du commissaire du gouvernement qui utilise très abondamment la notion d'équité. Bon. Il est évidemment impossible d'évoquer dans un format de 20 minutes, et il me reste déjà assez peu de temps, tous les aspects dans lesquels, tous les domaines dans lesquels joue l'équité. Je voudrais maintenant, et c'est le deuxième temps de cet exposé qui sera un peu plus rapide évidemment, vous parler d'une autre porte d'entrée finalement dans ce sujet-là. C'est l'existence d'un droit naturel qu'on peut appeler procédural. L'expression n'est pas de moi, je la reprends à un juriste américain qui s'appelle Lon Fuller et qui parle alors il n'est pas thomiste, il n'est pas aristotélicien, mais qui a parlé de façon assez intéressante de droit naturel procédural, en identifiant un certain nombre de principes qui sont assez invariables finalement dans tous les systèmes juridiques et qui relèveraient d'un impératif de justice et de rationalité. Alors il évoque l'impartialité du juge essentiellement, le principe du contradictoire, la non-rétroactivité, la publicité, l'intelligibilité, le principe de non-contradiction. On pourrait y ajouter certains droits qui rentrent dans ce qu'on appelle les droits de la défense. Comment rattacher ces principes-là qui nervent le droit contemporain, et notamment le droit administratif, comment les rattacher à la doctrine aristotélicienne et thomiste de la justice ? Eh bien, je pense que pour le faire, il faut avoir à l'esprit que ces principes expriment tous une même exigence de rationalité qui est consubstantielle à la justice. Pour s'en convaincre, il faut aussi revenir à la définition de la loi que donne saint Thomas d'Aquin. Rappelez-vous cette définition que vous connaissez peut-être pour un grand nombre d'entre vous. La loi est une orientation de la raison vers le bien commun,
orientation de la raison vers le bien commun qui émane de celui qui a la charge de la communauté, et c'est une orientation de la raison qui doit être promulguée. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce qui est central dans la définition que donne saint Thomas de la loi, c'est le caractère tout à fait fondamental de la raison. La loi est plus une œuvre de raison que de volonté. La volonté n'est pas exclue de l'équation en quelque sorte, mais elle est tout à fait secondaire, tout comme la sanction, à la différence des positivistes qui aujourd'hui font tout reposer sur la sanction. Ici, ce qui est important, c'est la raison, parce que cette exigence de rationalité de la loi permet à travers elle se manifeste le juste, en quelque sorte, la justice. Cette primauté de la rationalité engage saint Thomas dans sa réflexion sur la loi, à dire beaucoup de choses sur les qualités de la loi. Alors il évoque par exemple la première qualité de la loi, enfin une des qualités essentielles de la loi, c'est par exemple d'être promulguée. Alors ça peut donner du grain à moudre aux administrativistes lorsqu'ils abordent certaines questions liées à la publication des règles, des normes à caractère réglementaire ou la notification d'une décision individuelle. Il tombe sous le sens, il paraît évident qu'on ne peut opposer à des administrés un règlement qui n'aurait pas été porté à leur connaissance. Ça paraît évident. On se dit, bon, ça serait déraisonnable d'agir autrement, si vous voulez. Récemment, au mois d'avril, le tribunal administratif de Paris a rendu une décision enjoignant à l'autorité de police, le préfet de police de Paris, de publier des mesures d'interdiction d'une manifestation qui avaient été prises, mais qui n'avaient jamais été portées à la connaissance du public par un acte de publication. Les autres qualités de la loi qu'on peut mentionner, c'est par exemple, et saint Thomas les énumère explicitement, il parle de la nécessité, de l'utilité, de la clarté, tout un ensemble de notions que l'on retrouve dans le champ du droit contemporain. La clarté, on parle d'intelligibilité, de la règle de droit. Ça relève de ces propriétés de la loi qui sont là parce que la loi n'est pas une ordonnance, n'est pas une prescription uniquement volontariste et déconnectée de toute considération rationnelle, au contraire. Et donc, toutes ces qualités, peuvent être... on peut ébaucher une réflexion sur ces qualités de la loi, tout en les transposant, mutatis mutandis, à d'autres catégories de normes. Les normes, les actes administratifs réglementaires ou individuels, qui se doivent de mettre en œuvre cette même exigence de rationalité, parce qu'elle est liée à la question de la justice. Bien, qui est aussi une question, et je finirai par là-dessus. Tout renvoie ici, dans ces qualités de la loi, la nécessité, l'utilité, tout renvoie ici à la proportionnalité, à l'adéquation des moyens à la fin. Et tout ça pourrait permettre de repenser, par exemple, la question de la proportionnalité en droit administratif, le contrôle qu'exerce le juge sur la proportionnalité d'une sanction, sur la proportionnalité d'une mesure d'interdiction, etc., etc. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de réévaluer ce contrôle de proportionnalité à l'aune des critères, ou en tout cas à l'aune d'une doctrine classique du droit naturel. Ça permettrait peut-être aussi d'échapper, de sortir de la confrontation systématique et piégeuse, à mon avis, entre la mesure de police, par exemple, d'un côté, et la liberté de l'autre. Donc c'est sur ce caractère en fait finalement assez programmatique de mon intervention que je voudrais conclure. Saint Thomas ne dit pas tout sur le droit, Aristote non plus, ce ne sont pas des juristes, même s'ils connaissent un peu le droit évidemment. Ce qui est important pour nous, c'est qu'ils nous invitent à réfléchir dans le prolongement de leur développement très généraux sur le droit. Et c'était un peu le sens de cette courte intervention, déjà trop longue. C'était de balayer finalement un ensemble de sujets qui méritent d'être approfondis. Et c'est un appel lancé aux juristes de bonne volonté, en quelque sorte, pour les inciter à reconsidérer toutes ces questions, parfois très techniques, à l'aune du droit naturel classique, ce qui s'avère souvent d'un grand secours
Ça permet, je pense, et j'en finirai par là, d'éviter de laisser le droit en pâture à la subjectivité. Entendons par là au droit subjectif. J'ai bien conscience qu'une telle ambition impose de ramer à contre-courant de la modernité, mais à ramer, je l'espère, intelligemment.